2020年7月24日，法国巴黎。Nous sommes à Paris le 24 juillet 2020. Bonjour Marie Holzman et merci d'être avec nous. Comment allez-vous et comment vous sentez-vous par rapport à tout ce que nous vivons de vivre et tout ce que nous traversons aujourd'hui? Bonjour Keren et tous vos fidèles auditeurs et vidéastes. Comment je me sens? Je dois dire que comme je suis l'actualité en Chine, j'observe les conséquences de ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois. Je suis aussi l'actualité quotidienne et je dois dire que je suis de plus en plus déprimée. En effet, l'actualité du jour dans Libération, c'est un terrible reportage sur la situation au Xinjiang. Et on se dit qu'aujourd'hui, en 2021, des camps de concentration où des gens sont torturés, où des gens meurent, ça ne devrait plus exister. On va en reparler, mais comme les gens ne vous connaissent peut-être pas, on va faire petit à petit connaissance avec vous. La littérature, l'écriture et la traduction sont au centre de votre vie. En quoi elles vous sont essentielles? En quoi elles vous nourrissent? Et peut-être plus particulièrement en ces temps inquiétants. Vous avez raison, en ces temps inquiétants, la littérature est plus précieuse que jamais. Et en l'occurrence maintenant pour moi, je dirais que ce serait plus une activité d'évasion qu'une activité d'approfondissement. En temps ordinaire, j'aurais envie de chercher des choses qui m'apportent des nouvelles dimensions psychologiques, philosophiques, historiques. Maintenant, j'ai envie de me distraire, je l'avoue. Parce que lire la littérature chinoise d'aujourd'hui, c'est pas follement intéressant, sauf rares exceptions. Lire les reportages sur la Chine, alors c'est carrément terrifiant. Comme vous le voyez, je parle beaucoup de la Chine. La Chine est mon sujet de préoccupation majeur. J'ai traduit plusieurs auteurs chinois, des penseurs politiques, philosophiques et des littéraires comme Liao Yu. Et j'ai aussi écrit sur la Chine. Donc maintenant, ce qui me semble le plus important aujourd'hui, en parlant avec vous, c'est de contribuer à faire connaître la vérité sur ce qui se passe vraiment dans ce pays, qui prend une importance de plus en plus, je dirais, menaçante par rapport à l'ensemble de la planète. Et donc, il est nécessaire que nous soyons lucides et conscients de ce qui risque de nous arriver. On va l'aborder plus en profondeur dans un instant, mais vous êtes l'une des plus grandes sinologues en France. Comment vous avez découvert cette langue et ce pays qui est si controversé aujourd'hui? Excusez-moi, je dois vous corriger. Je ne suis pas du tout l'une des plus grandes sinologues. Je suis peut-être l'une des plus attentives à l'évolution de la société chinoise et en particulier aux acteurs les plus, euh, les plus courageux et pour moi les plus pertinents. C'est un angle très particulier pour aborder la Chine parce qu'il y a, comme vous le savez, 1,4 milliard de Chinois. Et donc, ces gens qui m'intéressent représentent un pourcentage, je dirais, millimétrique, peut-être 0,6% de la population. Enfin, je dis un chiffre n'importe lequel. Hein. Et donc, ce ne sont pas des gens très représentatifs, mais ce sont ceux qui m'intéressent le plus parce qu'ils disent la vérité. Et enfin, je considère qu'ils disent la vérité. Bien sûr, un jour, quelqu'un pourra peut-être me convaincre du contraire, mais pour moi, ça fait 40 ans que je m'intéresse à la Chine de près, que j'observe son évolution. Et ces interlocuteurs que j'ai choisis un peu au hasard, au gré de mes rencontres, de mes lectures, de mes découvertes, ne m'ont jamais déçu. Bien au contraire, ce sont eux qui m'ont effectivement nourri et qui m'ont enthousiasmé parce que au fur et à mesure que le temps avançait, j'ai découvert combien il était difficile de dire la vérité en Chine, les risques que ça représentait et donc la dimension du courage de ces individus. C'est vraiment ça qui m'a inspirée, qui m'a portée et qui me porte encore aujourd'hui.
L'une de ces vérités concerne le coronavirus. Alors là, c'est un secret pour personne. Il est parti de Chine et plus particulièrement de la ville de Wuhan. Quelle est sa particularité? On dit aussi que c'est une ville qui abrite l'un des plus grands laboratoires de recherche, notamment sur les maladies comme le SRAS. Est-ce que vous remettez peut-être en question l'origine officielle de la maladie et quelle est vraiment la spécificité de la ville de Wuhan qui a été la première à être confinée? Alors, je ne sais pas s'il y a une origine officielle, hein, on c'est extrêmement disputé en ce moment. Vous avez vu ce que Donald Trump dit, il a appelé ça le virus du parti communiste chinois, donc on ne peut pas dire que ce soit une origine officielle. Les Chinois ont essayé d'inventer d'autres origines en disant que ça aurait été importé en Chine par des GI américains, donc ça c'est une invention, assez délirante, parce que tout le monde a pu observer comment le virus s'est développé à Wuhan, effectivement, dans des proportions cataclysmiques. On peut vraiment parler de cataclysme. Et il ne s'est développé nulle part de cette façon-là. Par la suite, il est arrivé en Italie, en Espagne, en France, actuellement aux États-Unis, en Amérique latine, et à chaque fois, on a vu ce développement terrifiant. En ce moment, c'est ce qui se déroule aux États-Unis, et c'est vraiment terrifiant. Donc, l'origine wuhanaise de ce virus, pour moi, ne fait aucun doute. C'est bien de là qu'est partie la maladie. Quant à son origine réelle, son origine chimique ou biologique, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Les chercheurs sont en train de se casser la tête à ce sujet, mais ce qui est intéressant à signaler, c'est que effectivement, il y a un laboratoire P4, c'est-à-dire un laboratoire de très haute sécurité et spécialisé dans l'étude des virus les plus dangereux du monde, c'est-à-dire Ebola, MERS, SRAS, etc. Enfin, tous ces virus-là. Et ce laboratoire a une origine française, hein. Ça a été créé avec l'aide de la France et ce sont les laboratoires Mérieux qui ont apporté leurs compétences, qui ont aidé à la construction. Monsieur Raffarin était là pour pousser à la réalisation de ce projet. C'est notre ancien Mérinis Cazeneuve qui était là au moment de l'inauguration. Donc la France a une très grande responsabilité dans l'implantation de ce laboratoire de haute sécurité. J'insiste là-dessus parce que si la France avait été plus avisée, peut-être qu'elle se serait dit qu'on ne laisse pas un apprenti sorcier jouer avec des poisons d'une aussi grande dangerosité. En tout cas, si je peux me permettre quelque chose d'un peu exagéré, si j'avais été consultée, j'aurais dit ne faites pas ça. Et finalement, si j'avais dit ça, ça aurait été une bonne idée. Peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais est-ce que le virus s'est échappé du laboratoire? Disons qu'aujourd'hui, ce serait la thèse la plus plausible. Mais je ne peux pas dire que ça a été vérifié. C'est plausible. Et une des raisons pour lesquelles ce serait la thèse la plus plausible, et ça, vous n'allez pas me croire, mais hélas, j'ai bien peur que ce soit vrai, il faut savoir qu'un pangolin, puisqu'on parle notamment du camp pangolin, bon, on ne sait pas si ça s'est échappé par l'intermédiaire d'un pangolin, mais sur les marchés chinois, un pangolin coûte très cher. Ça peut coûter plusieurs centaines, l'équivalent de plusieurs centaines d'euros. Donc pour un commerçant chinois, vendre un pangolin, c'est une bonne affaire. Mais imaginez un petit employé du laboratoire P4 qui fait des études et des recherches sur un pangolin. Au moment de se débarrasser, disons, du cadavre de cette pauvre petite animal, il va se dire quel dommage, quand même, quelques centaines d'euros, ce serait plus intéressant d'aller le vendre au marché. Et donc voilà, en ce moment, on est assez nombreux à se dire que c'est peut-être ça le schéma, qu'il y a eu des expériences pratiquées sur des animaux, bon, que ce soit des chauves-souris, des pangolins ou autres. On parle aussi de civettes. Il est possible que ces animaux se soient retrouvés sur ce fameux marché de Wuhan, d'où serait partie l'épidémie. Et dans ce cas-là, on comprendrait ce qui s'est passé et on verrait la chaîne des conséquences. Donc tout serait parti d'un laborantin qui voulait se faire un peu d'argent de poche. Alors Marie, vous êtes rivée vers la Chine, mais vous vivez
néanmoins en France. À quel moment est-ce que vous avez réellement saisi ce qui était en train de se passer là-bas et à quel moment avez-vous compris que cela allait arriver au reste du monde? À vrai dire, je l'ai compris très vite parce que lorsqu'on lit le chinois ou lorsqu'on fréquente des gens qui passent leur temps à regarder ce qui se passe en Chine, on est informé très rapidement. Les Chinois sont vraiment parmi les rois des gadgets, disons, pour transporter l'information, que ce soit les WhatsApp, les WeChat, les Twitter, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et il y a de nombreux observateurs qui sont situés dans les pays périphériques. Je veux dire, l'ensemble de la planète est un pays périphérique pour la Chine. Hein. Que vous soyez au Canada, en Australie, en France ou en Angleterre, vous êtes à la périphérie de l'empire du milieu. Et donc, ces observateurs passent réellement, j'ai envie de dire, 24 heures sur 24 à observer la Chine et à capter toutes les informations. Le moment qui m'a paru le plus important pour moi, c'est le moment où on a parlé de cet immense banquet qui a eu lieu à Wuhan, juste avant le Nouvel An chinois, qui a rassemblé, on ne sait pas exactement combien de personnes, mais au minimum 20 ou 30 000 personnes, à un moment où l'épidémie avait déjà commencé à Wuhan. Donc c'était un moment où tout le monde était censé fêter le Nouvel An chinois et ces gens se sont rassemblés sans la moindre protection dans une ville où l'épidémie avait commencé. Et ça, nous autres observateurs donc de la périphérie, ça nous a énormément angoissés parce que il y avait une expérience précédente, c'était celle de l'épidémie du SRAS 2002-2003, qui s'est déroulée de la même façon. Ça a commencé en Chine, ça a été plus ou moins étouffé, et ce n'est que lorsque les premiers cas sont arrivés à Hong Kong que le monde entier a commencé à paniquer. Cette fois-ci, la panique a été beaucoup plus longue. Hein. Il a fallu attendre vers le 8-10 février, au moment où on a appris notamment la mort du médecin Li Wenliang, qui a été un des premiers à alerter le monde de la dangerosité de ce virus et où on a pu observer toutes sortes de comment dirais-je, de décisions de retournement à Wuhan, de décisions prononcées par l'OMS, puis des retournements, des annonces faites par le président Xi Jinping et le gouvernement chinois, puis des contre-annonces. Enfin, tout cela apparaissait comme effectivement le début d'une pandémie qui risquait d'être inévitable. Alors en Chine, c'est un pays où règne le silence, où règne la censure. On l'a vu, avec Tiananmen, à quel point ce pays est capable non seulement de réécrire l'histoire, mais même d'essayer de l'effacer complètement. Vous avez, notamment combattu cela en, récoltant et en publiant les noms des victimes. Qu'en est-il des victimes du coronavirus et en quoi est-ce que la Chine a réussi à véritablement construire un mensonge collectif? Vous posez une question fondamentale et quand vous évoquez Tiananmen et la façon dont le gouvernement chinois a réussi à faire passer le message qu'il n'y a pas eu de mort sur la place Tiananmen, c'était un message qui était très habile parce que effectivement, la grande majorité des morts n'ont pas eu lieu sur la place Tiananmen, mais dans les rues adjacentes ou à la périphérie de Pékin. Donc, le pouvoir sait utiliser des demi-vérités pour faire passer des mensonges. Mais le massacre de Tiananmen est quelque chose d'épouvantable, mais il ne concernerait, si j'ose dire, que 1500, 2000, 2500 morts. Ce que les Chinois ont réussi à cacher, c'est les 30 à 40 millions de morts de faim de la fin des années 50 et du début des années 60. Quand moi j'étais en Chine, ce n'est qu'en 1979, donc presque, oui, 20 ans après, que j'ai commencé à entendre parler, mais par des amis et dans le plus grand secret, du fait qu'il y aurait eu des périodes de famine tellement violentes qu'il s'était produit des actes de cannibalisme. J'avoue que j'étais encore toute jeune et cette découverte m'a profondément bouleversée.
surtout enfin, la façon dont on m'a décrit ces actes de cannibalisme, je ne veux pas revenir là-dessus aujourd'hui, mais c'était réellement traumatisant. Donc la Chine est une tombe, c'est une tombe muette. Et si vous me demandez le nombre de morts qui se sont produits durant l'épidémie de coronavirus en Chine, je ne peux pas vous répondre. Je suis certaine que les chiffres donnés par la Chine, qui tournent autour de 4 à 5 000 morts pour l'ensemble du pays, sont absolument incompatible avec la violence de ce virus. Lorsqu'on voit comment ça se passe dans tout le reste du monde, on ne peut pas imaginer qu'il ait fait aussi peu de morts à Wuhan et dans le reste de la Chine, d'autant plus qu'on a eu des échos au début. On a entendu parler, par exemple, je pense en particulier au réalisateur Chiang Kai, qui a décrit en quelque sorte sa propre mort. C'est incroyable. Ses deux parents sont morts dans leur appartement, puisqu'il s'occupait de ses deux vieux parents. Puis lui-même a été atteint par la maladie, il est mort. Et il a écrit une forme de testament sous forme de lettre à ses amis et à tous ceux qu'il aimait. Et puis son épouse est morte. Donc cette famille qui vivait à 4 dans un appartement, tout le monde est mort. Et lui, il est connu, donc il a réussi à faire passer le message et à dire adieu à ses amis. Mais combien n'ont pas réussi? Combien sont morts chez eux ou on ne sait pas où, sans que personne ait pu en avoir vent? C'est Liao Yiwu récemment qui a écrit un livre à partir de Berlin, il vit à Berlin maintenant, et il a décrit un peu toutes ces morts anonymes, tous ces gens qui ont très certainement disparu à cause du coronavirus, mais dont on n'a aucune idée, ni des noms, ni des quantités. Il y a aussi ces lanceurs d'alerte, vous l'avez évoqué à travers ce testament, mais également à travers ce jeune médecin de 34 ans qui s'appelait donc le docteur Li Wenliang, mais qui a été le premier à alerter le monde. On sait que depuis lors, il y a eu d'autres lanceurs d'alerte, que ce soit parmi le personnel soignant, les journalistes ou les blogueurs. Certains d'entre eux sont même portés disparus, notamment certains qui ont osé affirmer que les fameux hôpitaux construits en seulement une semaine n'étaient que des mouroirs. Quel est le prix de la vérité à payer en Chine? Ah mon Dieu, le prix de la vérité, c'est la mort, hein. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Liu Xiaobo, le prix Nobel de la paix de 2010, qui est mort le 13 juillet 2017. Il était en prison depuis 2008, donc vous voyez, il avait déjà passé 9 ans en prison. Il est mort d'un cancer du foie. Il n'est pas possible que les autorités n'aient pas su qu'il était malade, mais le monde ne l'a appris que quelques semaines avant sa mort. Et il n'a été hospitalisé que, je crois, 3 semaines ou 2 semaines avant de mourir. Et à ce moment-là, sa femme a pu rester à son chevet. Et c'est pour ça que on a appris un tout petit peu de ce qui s'était passé, de ces circonstances. Mais Liu Xiaobo avait dit qu'il voulait vivre dans la vérité, pour répondre à votre question, et que justement, il ne voulait pas mentir. Il a d'ailleurs raconté comment en Chine, il fallait non pas éviter de mentir, mais contourner la censure à travers ce qu'il appelait les zones grises de la vérité et de la liberté. Et dans ces zones grises de la liberté, on pouvait dire un certain nombre de choses qui en laissaient deviner d'autres. Mais vous voyez, Liu Xiaobo a réussi à écrire pendant plusieurs années, pratiquement une dizaine d'années, et à écrire la vérité. Mais le prix qu'il a payé, voilà, c'était la mort. Euh, il y a plusieurs lanceurs d'alerte qui sont devenus très connus dans le monde au moment de cette terrible épidémie à Wuhan. L'un s'appelle Chen Qiushi, l'autre s'appelle Wang Bin, et il y en a un autre qui s'appelle aussi Li, qui est décrit dans le roman donc, que Liao Yiwu vient de publier en chinois. Et ces 3 lanceurs d'alerte ont disparu. Donc on sait qu'ils ont été arrêtés. Et puis après, on ne sait pas, quoi. Ce sont des gens qui disparaissent. Alors, quelquefois, ils réapparaissent et on sait tout d'un coup qu'ils sont dans telle et telle prison. Il y a eu un célèbre
avocat chinois qui a disparu pendant 1000 jours, c'est-à-dire pendant presque 3 ans. Et pendant presque 3 ans, sa femme a cherché dans les commissariats, les prisons, etc., avant finalement d'apprendre qu'il était dans une prison du Shandong, parce que c'était quelqu'un qui était originaire du Shandong, mais le couple vivait à Pékin. Donc il avait été éloigné de Pékin et c'était spécialement difficile pour sa femme de le retrouver. Mais vous voyez ce que ça représente. Dire la vérité en Chine, d'abord c'est quasiment impossible, mais c'est extrêmement dangereux. Il y a quelqu'un d'autre qui tente de la dire à travers son œuvre, cette œuvre que vous traduisez, de Liao Yiwu. D'ailleurs, on peut lire, le dernier qui vient de sortir en langue française, La Chine d'en bas aux éditions Globe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cet écrivain? Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots qui il est? Et pensez-vous que ce soit le rôle d'un écrivain de nous montrer le véritable visage de la Chine à travers notamment les petites gens, comme il le fait lui dans son œuvre? Oui, vous avez raison de citer ce cas parce que c'est un cas particulièrement intéressant dans la littérature chinoise. En ce sens que, sa culture, sa tradition et les débuts dans sa vie, c'est la poésie et c'est une poésie un peu faux-folle, quoi. Il disait lui-même: «J'étais un beatnik, je vivais n'importe comment, je me saoulais, je voyageais à travers la Chine». Il avait un côté très taoïste, hein. On voit ces immortels avec des longues barbes mal lavées, mal réveillés, une bouteille à la main. Voilà, il était un peu comme ça. Et il a écrit un grand poème au moment du massacre de la place Tiananmen, qu'il a appelé Massacre. C'est ce poème qui lui a valu 4 ans de prison. Et après ces 4 ans de prison, il a pris l'habitude de dire que la prison, c'est l'école de l'écriture et qu'un écrivain chinois qui n'a pas fait de prison n'est pas un écrivain. Bon, il est toujours un peu extrême dans ses propos, mais je comprends un peu ce qu'il veut dire, parce que lui-même s'est rendu compte qu'avant d'aller en prison, il ne connaissait pas la Chine. Il ne connaissait pas les gens qu'il a rencontrés en prison, justement, ces gens d'en bas, tout ce petit monde qui vit ou qui survit à travers toutes sortes d'activités plus ou moins bizarres, hein. Il y a les vendeurs de femmes, par exemple, ces hommes qui kidnappent des femmes et qui ensuite prétendent qu'ils travaillent pour leur bien, parce qu'après, ils vont leur trouver des maris, ils vont créer des couples et tout le monde sera heureux. Bien sûr, c'est une absurdité, mais ils se font une raison comme ça, hein, pour expliquer leur métier de kidnappeurs de femmes. Et puis beaucoup d'autres métiers comme des prostituées, des gens qui font des choses abominables dans des cuisines, par exemple, qui récupèrent des huiles frelatées ou des huiles qui ont déjà été utilisées et qui font la cuisine avec, etc. etc. Enfin, tout un monde euh, interlope, on pourrait dire, qu'il a découvert et qui, pour lui, maintenant, je crois, est la vraie Chine. Mais ce qui est intéressant aussi dans son autodéfinition, il dit toujours: moi, je suis un magnétophone de l'histoire. Et c'est comme ça qu'il se perçoit, et c'est la mission qu'il s'est donnée. Donc il garde sa dimension littéraire parce qu'il est capable de partir dans des espèces de délires qui sont généralement très beaux, où il évoque des paysages où la lune pleure des gouttes de sang, où les nuages se transforment en dragons, ou Dieu sait quoi. Mais en même temps, il raconte une réalité qui est très très dure, hein, qui est difficile à lire, difficile à accepter, mais qui montre une forme de la réalité de la Chine d'aujourd'hui. Et en cela, je dois dire, c'est un écrivain exceptionnel, il me semble, et pertinent, alors que d'autres écrivains aujourd'hui se sont tus. J'ai pas une affection particulière pour Moyenne, qui a quand même eu le prix Nobel de littérature, mais c'était un écrivain, c'est indubitable. Or, depuis qu'il a eu le prix Nobel, il n'a plus jamais rien écrit. Pourquoi est-ce qu'il n'a plus jamais rien écrit? Ça, c'est une vraie question. Est-ce parce que la Chine de Xi Jinping est devenue une Chine de la censure absolue? Ou est-ce parce que maintenant qu'il a obtenu cette consécration mondiale, il estime qu'il a fini son boulot et il peut se mettre à la retraite? Est-ce que c'est le propre d'un écrivain de se mettre à la retraite parce qu'il a reçu le prix Nobel de littérature? Voilà, ce sont des questions qu'on peut se poser. Pour l'avoir rencontré, même si je peux évidemment pas parler à sa place, je pencherais plutôt pour la première.
que pour la seconde. En tout cas, vous parliez, pour revenir à Liao Yiwu, qui est exilé, à Berlin aujourd'hui. Il est, très prolifique, il n'arrête pas d'écrire. D'ailleurs, on a eu la chance de pouvoir le lire, grâce à vous, en français. Mais il y a un texte qu'il a écrit, pendant le confinement, auquel vous avez déjà eu accès et qui nous parle du coronavirus. Que dit en quelques mots, ce texte? Qu'est-ce qui vous a surpris en le lisant? Alors, c'est un texte qui est extrêmement attachant parce qu'il a choisi un personnage. Donc, il y a eu ces alertes, lanceurs d'alerte. Il a choisi un des lanceurs d'alerte en particulier qu'il suit un peu en pointillé à travers tout son livre. Et à travers ce lanceur d'alerte, il raconte d'abord ce que ces gens-là ont vu et ce qu'ils ont réussi à transmettre vraiment avec les moyens du bord. Donc, en général, c'est simplement leur petit téléphone. Ils sont là, ils prennent des vidéos et hop, tout de suite, ils mettent ça sur WeChat ou sur, enfin, peu importe, WhatsApp, toutes sortes de systèmes différents. Ils les envoient à travers le monde et ce sont ces gens-là qui sont à la source de toutes les informations que nous avons eues à l'extérieur. Sans eux, ces informations, nous ne les aurions jamais eues. Et ça, le pouvoir le savait. Et donc, c'est pour ça que dès qu'ils ont repéré des lanceurs d'alerte de ce genre, ils sont intervenus. On parle beaucoup du docteur Li Wanliang, mais autour de lui, il y a 8 ou 9 autres médecins qui ont alerté en même temps que lui. Et les 8 ou 9 ont été violemment sermonnés. Je ne sais pas s'ils ont été maltraités physiquement, mais ils ont certainement été menacés. Donc tous ces gens-là, par la suite, n'ont plus rien dit. Bon, certains sont morts, mais les autres se sont tus. Donc, à travers ce personnage, donc, qui se promène dans Wuhan, qui voit des événements terribles, comme des gens qui se jettent par la fenêtre parce qu'ils préfèrent mourir rapidement que de contaminer leurs proches, enfin, des histoires vraiment atroces, il raconte différents aspects de la chose, et notamment une histoire qui est assez comique. Il se trouve qu'il y a un monsieur qui est originaire de Wuhan, mais qui a fait une année d'études et de recherche en Allemagne, et il décide de rentrer, et c'est un hasard, en Chine au moment où Wuhan est fermée, est déclarée comme une ville pestiférée et donc inaccessible. Et cet homme donc ne peut plus rentrer à Wuhan, et il raconte toutes ses mésaventures. Il est d'abord dénoncé dans l'avion par tous les gens autour de lui lorsque ces gens-là se rendent compte qu'il est Wuhanais. Mais il est Wuhanais venu de Berlin. Donc, il n'est évidemment pas contaminé. Et il y a pratiquement une révolution dans l'avion, les passagers exigeant que cet homme soit immédiatement arrêté. Donc, dans un avion, c'est difficile. Donc, les stewards le mettent dans les toilettes et l'enferment dans les toilettes. Donc, son aventure commence comme ça. Liao Yiwu trouve toujours des anecdotes absolument incroyables, mais qui montrent bien l'état d'esprit. Parce que c'est réellement ce qui s'est passé en Chine. Après que Wuhan était fermé, plein de Wuhanais ont tenté de s'enfuir, enfin juste avant la fermeture plus exactement, à travers la Chine, et effectivement, ces gens-là ont été littéralement pourchassés. On ne les laissait pas aller à l'hôtel, on ne les laissait pas prendre le train, il suffisait que vous ayez le mot Wuhan quelque part dans vos papiers, et vous étiez complètement ostracisé. Donc ça a été, il y a eu des moments de drames familiaux, personnels, assez étonnants. Ce qui est étonnant aussi, c'est que malgré, la dictature de Xi Jinping, malgré la reconquête de Hong Kong à laquelle, on assiste actuellement, ou du coronavirus, le monde continue, à négocier avec la Chine pour raisons commerciales et autres. Est-ce que vous pensez qu'une nouvelle révolte est possible au sein du peuple et au sein de la jeune génération chinoise? Une révolte est toujours possible, hein. On ne peut jamais dire qu'une révolte n'est pas possible. Cette question, nous sommes nombreux à l'avoir posée à tous les Chinois que nous pouvions rencontrer depuis 1989, parce que ça a toujours été la question: pourrait-il y avoir un second Tiananmen en Chine? Et la réponse qui nous a été donnée, à nous autres observateurs de la Chine, a toujours été la même. C'est en Chine, l'armée, la police possèdent des armes, des tanks, des camions, et nous n'avons rien.
On n'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, le port d'armes est, je dirais, non seulement autorisé, mais quasiment encouragé. Donc les Américains, à la limite, ils voudraient se rebeller et s'organiser avec leurs armes, ça pourrait être terrible. Les Chinois ne sont pas dans cette situation-là. Un Chinois ordinaire n'a pas d'armes. Il n'y a pas de fusil, de mitrailleuse, rien du tout. Tous ces massacres qu'on voit dans les lycées américains, hein, à commencer par Columbine et toute la suite, on voit bien qu'on voit des jeunes gens avec des armes à feu terribles. Ça n'existe pas en Chine. Si ça existait, on entendrait probablement parler d'attentats du même genre. Donc déjà, ce qu'on observe, c'est que le gouvernement chinois n'a pas cessé d'augmenter le budget de l'armée populaire d'abord, mais surtout de la police armée. C'est-à-dire qu'il y a une police civile, il y a une police armée et il y a l'armée. Et le budget de tous ces gens-là est tellement énorme qu'on peut conclure, et sans exagération, que l'ennemi du gouvernement chinois maintenant, ce n'est pas les Russes, les Japonais, les Malais, enfin je ne sais pas quoi. On ne peut même pas imaginer que les Russes ou les Japonais ou les Malais aient envie d'agresser la Chine avec des armements, parce que ça n'aurait pas de sens. Et donc, cette accumulation d'outils de défense, d'autodéfense, elle est directement tournée contre le peuple. Le pire ennemi du gouvernement chinois maintenant, c'est le peuple chinois. Et le peuple chinois le sait. Donc, il n'est pas fou, il ne veut pas courir à la mort, sachant la quantité d'armes qui ont été accumulées contre lui par le pouvoir chinois aujourd'hui. Au début de notre entretien, vous évoquiez ces camps de concentration dont Libé parle aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr, je peux vous en dire plus, mais c'est un sujet qui est tellement douloureux qu'il devient difficile d'en parler. Ce que je voudrais dire, c'est que lorsqu'il y a eu des camps de concentration et des camps d'extermination dans l'Allemagne nazie, il a fallu des années avant que le monde découvre l'ampleur de la catastrophe. Je voudrais que maintenant l'ampleur de la catastrophe de ce qui est en train de se dérouler au Xinjiang soit connue avant qu'on dise si on avait su, on aurait pu faire quelque chose. Maintenant, on sait. Il y a un chercheur allemand qui s'appelle Adrian Zenz qui a fait des recherches phénoménales avec une patience de fourmi. Il va dans tous les documents, les gazettes, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Il a fait la démonstration qu'on est en train de procéder à un véritable génocide au Xinjiang sur le peuple ouïghour, le peuple kazakh, ces peuples de minorités ethniques de religion musulmane pour la plupart d'entre eux, à travers des moyens de contraception, mais de contraception très violente, des contraceptions forcées. Il a fait une estimation que la pose de stérilets ou d'instruments de ce genre au Xinjiang a été proportionnellement hein, en population, 10 fois plus importante au Xinjiang au cours des années 2008, 2018, 2019 que dans toute la Chine. Pourquoi faire? Maintenant, la pose de stérilet est obligatoire chez toutes les femmes ayant eu un enfant jusqu'à l'âge de 59 ans. Vous imaginez des femmes de 59 ans auxquelles on fait des opérations forcées, etc., etc. Il se passe des choses abominables là-bas et ça doit être su, ça doit être transmis et il faut que les gouvernements du monde entier prennent des mesures. Pour le moment, ceux qui parlent le plus fort sont les Américains. Je pense que ce n'est pas seulement à cause de Donald Trump, c'est aussi parce qu'ils ont des conseillers qui sont très au courant de ce qui se passe en Chine et qui n'acceptent pas la violence de ce pouvoir qui n'a plus rien de communiste en ce qui concerne l'idéologie et qui est en train de devenir fasciste parce que sélectionner une partie de la population, les Ouïghours et aussi les Tibétains un peu d'une autre façon, mais peut-être bientôt de la même façon, pour les éliminer progressivement, c'est quelque chose d'inimaginable. Nous autres qui avons l'habitude de dire plus jamais ça, on ne peut pas imaginer que ça se produise en 2020 dans notre monde contemporain. Ce qui se produit ouvertement, c'est la situation à Hong Kong aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous inquiète la concernant?
Alors, la situation à Hong Kong, c'est un autre problème. La population de Hong Kong est une population prodigieusement éduquée. Il y a très peu de Hongkongais qui ne parlent pas anglais ou Dieu sait quoi, français, allemand, japonais, tout ce que vous voulez. Et surtout, ce sont des gens qui ont été éduqués dans le respect de la loi. Je crois que les Hongkongais doivent être les juristes les plus compétents du monde entier. J'ai jamais rencontré un Hongkongais qui connaisse pas sa constitution, les différents organes, les processus électoraux, etc., etc., et qui n'ait pas participé de façon très active à la vie de cette cité-État de 7 millions d'habitants. Donc, c'est tout petit Hong Kong, disons proportionnellement par rapport à un pays comme on les connaît. Mais c'est un pays qui est très très important en ce sens que dans la vaste Chine, Hong Kong représentait une zone d'espoir. Au moment en 1997 où Hong Kong est retourné à la mère patrie, comme on dit, c'est-à-dire où les 100 années de bail qui avaient été concédées à la Grande-Bretagne ont été rétrocédées à la Grande Chine, on avait un espoir fou. Est-ce que ce ne serait pas Hong Kong qui libérerait la Chine du communisme plutôt que le communisme qui envahirait Hong Kong? Et quelque part, c'était inimaginable que les Hongkongais, qui étaient déjà tellement prospères, c'est une place financière hors pair, ce sont des gens qui appartiennent au monde, ils sont totalement mondialisés. D'ailleurs, il y a beaucoup de Hongkongais qui sont d'origine indienne, d'origine pakistanaise, d'origine, enfin tout ce que vous voulez, française, allemande, américaine. Il y a beaucoup de gens qui vivent là-bas et qui ne sont pas chinois d'origine. Tous ces gens-là appartenaient à la communauté de la planète et pas à la Chine. Donc le fait que la Chine ait mis sa main et sa main de fer sur la population de Hong Kong aussi rapidement et avec une telle violence, réellement c'est quelque chose à laquelle nous ne nous attendions pas. Même si nous avons vu la progression se faire au cours de ces dernières années, c'était très clair, mais nous n'avions pas. Enfin, et ça nous paraissait encore inconcevable que ça se fasse d'une façon aussi rapide et aussi brutale comme on le voit maintenant. Et donc, ce à quoi on assiste, c'est à quelque chose qui est historiquement très très rare. C'est une population très mondialisée, très éduquée et je dirais pas aussi démocratique que possible, mais très démocratique, qui est en train de tomber sous le giron d'un pays rétrograde, violent, euh, qui censure et qui ne respecte pas la loi. C'est quelque chose qui doit nous alerter au plus haut degré, parce que la prochaine étape, c'est Taïwan, et les Taïwanais sont très conscients de ça. Donc, c'est notre responsabilité à nous, citoyens du monde, de protéger Taïwan absolument, mais en protégeant Taïwan, nous nous protégeons nous. Il ne faut pas croire qu'une dictature de ce genre s'arrête. Elle ne peut continuer que dans la dynamique. Si la dynamique s'arrête, elle implose ou elle s'écroule. La dynamique de l'Union soviétique s'est arrêtée au moment où Reagan a lancé cette fameuse guerre des étoiles, où ils ont essayé de rester au niveau des États-Unis, ils n'ont pas pu, ils se sont complètement ruinés et ils ont implosé. Et c'est ce qui risque d'arriver à la Chine, mais il faut pousser à ça. Les États-Unis sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour aller dans ce sens. Il faut que nous rejoignions la politique des États-Unis, qui reste, malgré la personnalité de Trump, une très grande démocratie, alors que la Chine ne l'est pas. Et donc, se poser la question si on doit rester les alliés des États-Unis ou de la Chine est une mauvaise question. On ne peut pas être l'allié d'une dictature qui est mortifère. Vous êtes une citoyenne du monde, comme vous l'avez dit. À ce titre, vous êtes une femme très engagée, que ce soit dans le milieu associatif, que ce soit pour défendre les droits de l'homme en Chine ou pour venir en aide aux dissidents chinois, comme c'est le cas d'habitude. Mais en plus, lors du confinement, vous avez dû improviser avec des impératifs encore plus compliqués que d'habitude. Qu'est-ce qui vous anime, Marie Holzman, et quel est votre espoir pour demain? Qu'est-ce qui m'anime? C'est ce que je vous ai dit au début de notre entretien, c'est mon admiration
pour les Chinois qui croient aux valeurs universelles et qui considèrent que tous les êtres humains partagent ces valeurs universelles. Et quand on regarde le texte de la Charte universelle, on voit bien que ce sont des valeurs toutes simples, la liberté, la liberté de s'associer, la liberté de pratiquer la religion de son choix, la liberté de voyager, la liberté de créer des syndicats. Il n'y a rien de très exceptionnel, ni de très bizarre, ni de très culturellement marqué. Contrairement à ce que disent les dictateurs. Les dictateurs disent tous: oh, ça c'est un gadget de l'Occident que vous essayez de nous imposer. Pas du tout. Les peuples du monde entier disent: nous voulons les valeurs universelles. Ce sont les dictateurs qui disent que ces valeurs ne sont pas adaptées à leur peuple. Et ça, on a tendance à l'oublier trop souvent. Donc je dirais que c'est une forme d'indignation qui m'anime d'un côté, mais surtout ce respect pour toutes les grandes personnalités chinoises qui, malgré le poids qui les accable, parce que la Chine est terriblement pesante. Marie? Malgré ça, ils continuent à se battre et malgré tous les dangers qui les menacent. Ça, c'est quelque chose. Mais surtout, je crois que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en se battant pour les droits en Chine, on protège nos droits. Je me souviens avoir dit il y a plus de 20 ans aux syndicats français, la CGT, la CFDT, FO, à quoi bon défendre les droits des ouvriers français si tout le travail part en Chine? Commencer par défendre le droit des ouvriers chinois. Le jour où leur salaire va commencer à augmenter, les patrons français seront peut-être moins tentés de le délocaliser en Chine. Donc bon, ils ne nous ont pas écoutés, les patrons français ont délocalisé en Chine et maintenant on a des Trump qui disent on va relocaliser aux États-Unis et puis des Macron qui disent il faut relocaliser en France. Mais on a perdu 20 ans, c'est dommage. Et vous avez néanmoins de l'espoir pour demain? Oh ben, il faut vivre au jour le jour et en vivant au jour le jour, on garde l'espoir, oui. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage, Merci Marie, Lorraine. et surtout portez-vous bien. À bientôt. À bientôt.